Alors, donc, je disais donc que jusqu'à présent, nous avons fait donc trois parties principales dans notre cours de l'architecture J2E. Ben, la première partie, ça concerne donc le principe de l'injection des dépendances et de l'inversion de contrôle. La deuxième partie, donc, ça concerne tout ce qui est le mapping objet relationnel avec GDBC, GPA, Hibernate et Spring Data. Donc, pratiquement, donc c'est une partie dans laquelle nous avons fait quelques TP. La troisième partie, donc, ça concernait le développement web J2E et principalement, nous avons fait un aperçu sur le protocole HTTP. Ensuite, l'API Servlet, JSP et MVC, comment développer une application web qui respecte le pattern MVC et comment utiliser Servlet JSP dans une application. Et à la fin, on s'est arrêté sur une application, comment développer un framework MVC. Donc, autrement dit, l'idée c'est quoi? C'est de vous mettre dans un exercice d'application, on va dire une application dans laquelle vous allez commencer à penser à créer votre propre framework. Je sais que les prérequis, en fait, vous les avez déjà. Donc, on a déjà travaillé ensemble la première partie c'est-à-dire de ce framework. Bon, maintenant, la partie suivante, donc ça concerne donc Spring MVC. Alors, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc rapidement, et je vais m'intéresser à un exemple d'application. Est-ce que vous recevez bien mes écrans? Voilà. Ok. Alors, je vois que des oui, donc ça signifie que tout se passe bien. C'est parfait. Alors, en fait, comme je disais, Spring MVC, donc pour développer généralement des applications web J2E pour les entreprises, nous savons déjà qu'il faut utiliser des frameworks. Dans la partie, donc le premier framework qu'il faudrait utiliser, donc c'est le framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Alors nous, donc, nous avons utilisé donc Spring, pour faire tout ce qui est l'injection des dépendances et l'inversion de contrôle. Et la deuxième partie, c'est la couche d'accès aux données. Donc pour faire le mapping objet relationnel, nous avons vu comment travailler avec GPA, avec Hibernate, avec Spring Data. Et maintenant la couche web. Alors pour la couche web, donc nous avons besoin d'utiliser donc un framework au niveau de la couche web. Bon, il y a des frameworks qui sont assez connus. Alors parmi ces frameworks, il y a Spring MVC. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Spring MVC, mais sachez quand même que Spring MVC n'est pas le seul framework qui peut être utilisé à ce niveau-là. Il y a JSF, Java Server Faces, donc c'est un framework également hein, qui fait partie des spécifications J2E. Avant même, il y avait des frameworks qui étaient très connus. Parmi ces frameworks, il y a Struts, c'est un framework Struts, c'est un framework qui était connu, mais maintenant il n'est pas très très, on va dire, utilisé. Alors, en tout cas, si vous travaillez avec Spring pour faire l'inversion de contrôle, il est évident, il est plus préférable, il est plus simple pour votre application d'utiliser Spring MVC. Alors, si vous avez vous utilisez le framework Spring MVC, en fait, Spring, il vous donne un contrôleur pour votre application. Il y a un contrôleur frontal, une servlette qui s'appelle Dispatcher Servlet. Alors, en fait, ce contrôleur frontal qui est fourni par Spring, son rôle, c'est quoi? C'est que c'est lui qui reçoit les requêtes HTTP. Alors, votre application va être configurée de façon à ce que toutes les requêtes HTTP qui sont envoyées par les clients, ils vont être interceptés par Dispatcher Servlet. Et après Dispatcher Servlet, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque requête, ben, il va regarder l'URL de l'application. Et dans l'URL, il va en principe regarder donc le path hein, de l'URL. Et en fonction du path, il va faire appel à une méthode. Il va exécuter une opération
une méthode qui se trouve dans ce qu'on appelle un contrôleur. En fait, le contrôleur, ou tout simplement le sous-contrôleur, c'est ce qu'on appelle également le contrôleur secondaire. Bon, c'est quoi? C'est une classe que vous allez créer vous-même et dans laquelle vous aurez donc des méthodes à développer. Par exemple, action 1, action 2, etc. De façon à ce que, par exemple, quand je vais taper http localhost, etc., slash action 1, ben, c'est la méthode action 1 qui va s'exécuter. Si vous mettez slash action 2, c'est la méthode action 2 qui va s'exécuter. Donc, bref, en fait, le dispatcher servlet, c'est lui qui va faire ce travail. Ben, il reçoit la requête. À partir de l'URL, ben, il va faire appel à une méthode. Alors, c'est vrai, on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire le mapping entre les URL et en fait les méthodes, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir les mêmes noms des méthodes dans les URL. Donc, on va voir comment le faire tout à l'heure. Principalement, Dispatcher Servlet, il utilise un système de gestion des routes qui permet donc de résoudre, c'est-à-dire ce mapping. Quand le contrôleur, donc dans la méthode action 1, on va faire des traitements. Donc, on fait souvent appel à la couche service ou bien la couche métier. On récupère des résultats et ces résultats, ils vont être retournés. Bien sûr, ces résultats-là, une fois qu'il va récupérer les résultats, il va les stocker dans un objet qui est le modèle. En fait, le modèle, c'est un objet dans lequel le contrôleur va stocker les données. Une fois qu'il va stocker la même chose, donc ce modèle-là, vous n'avez pas besoin de le développer. Spring MVC, il vous fournit un objet de type modèle dans lequel c'est un objet de type map dans lequel vous avez les clés et les valeurs. On va voir tout à l'heure comment l'utiliser. Donc on stocke les résultats et par la suite on va retourner au contrôleur frontal le nom de la vue qui va être affichée. Et après Dispatcher, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à la vue. En fait, la vue, pour créer une vue dans votre application, vous pouvez utiliser JSP, Java Server Pages, comme on a vu, mais c'est pas pratique. JSP, en fait, c'est un type de composant qui fait partie de l'architecture J2E, mais qui n'est pas pratique généralement, surtout quand vous utilisez des frameworks. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez des frameworks, généralement, les frameworks vous offrent ce qu'on appelle des moteurs de templates. En fait, des moteurs de templates qui sont beaucoup plus simples à utiliser, qui sont plus performants et qui permettent donc de traiter les vues de l'application. Alors, parmi les moteurs de templates que nous allons utiliser, il y a Teamleaf, donc c'est un moteur de template qui est utilisé. Il y a FreeMaker, il y a Groovy Template, donc il y a d'autres moteurs de template qu'on peut utiliser. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment travailler avec Teamleaf comme moteur de template. Et donc la vue, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la vue, il va faire appel, il va récupérer les données à partir du modèle et après le moteur de template va générer donc un rendu, un résultat au format HTML et ce résultat-là donc va être envoyé vers le client. Alors si vous faites ça, c'est quand en fait vous êtes en train d'utiliser l'approche rendu côté serveur. C'est-à-dire que le client envoie une requête HTTP vers le contrôleur frontal. Et qu'est-ce qu'elle reçoit à la fin? Elle reçoit du code HTML. Ça veut dire que le code HTML a été rendu côté serveur. C'est ce qu'on appelle également MVC côté serveur. MVC server-side. Alors, il y a bien sûr parfois, au lieu de recevoir les données au format HTML, le client, quand il envoie la requête, le contrôleur fait appel à une action, il récupère les résultats. Et parfois, on n'a pas besoin de... ce qu'on fait généralement, c'est que ces résultats, ils vont être directement retournés au contrôleur frontal qui est Dispatcher Servlet. Et après Dispatcher Servlet, donc il va tout simplement les serialiser en format JSON et il va les envoyer directement vers le client. C'est-à-dire dans ce cas-là, en fait, le client reçoit des données en format XML ou bien en format JSON. Et après, c'est côté client qu'on va utiliser généralement du JavaScript pour prendre ces données et de les formater au format HTML. Ça veut dire dans ce cas-là, le rendu va se faire côté client. Alors ça c'est en fait dans notre cours MVC, donc on va apprendre à créer deux types d'applications. Les applications web basées sur Spring MVC avec le rendu côté serveur et les applications web avec le rendu côté client. Alors quand on va utiliser le rendu côté client, alors dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'utiliser un moteur de template côté serveur, comme Teamleaf.
mais plutôt on aura besoin d'utiliser un framework JavaScript côté front-end parmi les frameworks que vous les connaissez déjà comme Angular, comme React.js, Vue.js. Donc c'est des frameworks que vous aurez besoin de connaître à un moment donné si vous voulez créer des applications, on va dire le rendu côté client. Alors ça c'est ce slide-là, il résume un petit peu comment fonctionne donc Spring MVC. Alors quand vous voyez donc je reviens juste, j'ai besoin de... Ah bon, il y en a qui attendent l'activation. Alors, est-ce que vous avez bien suivi la première partie? Alors, vous pouvez activer votre microphone, il n'y a pas de problème, vous me dites oui et vous le désactivez. Oui. Oui, Oui, monsieur. ah, parfait. Oui, Deuxième. monsieur. Alors, c'est bien. Oui, Ah, parfait. Alors, donc, si je vous pose la question, est-ce que c'est clair ou des choses oui, comme monsieur. ça, vous activez votre microphone, vous dites ce que vous voulez dire et après, on peut passer. D'accord? Parce que j'ai besoin du feedback, sinon, voilà. Et s'il y a quelqu'un, par exemple, qui attend c'est-à-dire on va dire de l'acceptation, donc vous pouvez me le dire, d'accord? D'accord, monsieur. C'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Oui, oui, monsieur. Oui, c'est clair. Merci. Oui. Voilà. Alors je reviens. Donc ce slide-là, donc il résume l'essentiel donc du framework Spring MVC. Alors principalement, le client envoie une requête HTTP. Donc dispatcher servlet, il va recevoir cette requête. Par exemple, j'ai une requête avec get avec slash produit. Le dispatcher servlet, il va faire un traitement, mais pour faire le traitement, il a besoin de regarder l'URL slash produit, et après il va chercher un contrôleur. Donc il va faire appel au contrôleur, en fait, qui contient le traitement qui correspond à ce path, à cette URL. Alors, comment il va le faire? Donc, bien sûr, pour créer un sous-contrôleur ou bien un contrôleur, alors vous aurez besoin de créer une classe, par exemple ici produit controller, qui utilise la notation contrôleur. Alors, pour que ce soit un contrôleur. Alors, dans ce contrôleur, vous avez des méthodes. Alors, vous créez des méthodes. Par exemple, ici, j'ai une méthode qui s'appelle list produit. Alors, en fait, cette méthode list produit, je voudrais qu'elle s'exécute quand une requête HTTP est envoyée avec get, avec le path slash produit. Alors, comment faire la correspondance entre cette méthode-là, de ce contrôleur, avec c'est-à-dire cette URL? Ben, il suffit d'utiliser donc la notation request mapping. Alors, en fait, request mapping, il utilise donc, voilà, le value c'est le path, donc slash produit, ça veut dire que quand une requête est envoyée, quand une requête HTTP est envoyée avec la méthode get, vous voyez ici, et que le path c'est slash produit, ben, dispatcher servlet, il sait qu'il va faire appel à cette méthode de ce contrôleur. Donc ça c'est comme ça qu'on fait le mapping entre l'URL et la méthode. Alors maintenant, la méthode s'exécute. Alors quand la méthode s'exécute, on a besoin de faire appel au traitement. Alors dans notre cas, ici, on suppose que dans la couche métier ou bien dans la couche DAO, nous avons créé une interface produit repository basée sur Spring Data. On a déjà vu comment faire ça, qui contient les traitements. Alors pour cela, donc, je vais utiliser donc, produit repository.findAll. Donc je vous rappelle que la méthode findAll, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers la base de données, il va chercher, il va vous retourner la liste de tous les produits. Mais bien sûr, pour utiliser produit repository, il va falloir la déclarer comme objet dans le contrôleur, mais sans oublier de faire l'injection des dépendances. Donc pour faire l'injection des dépendances, donc, je vous rappelle que nous utilisons la notation hotwired. Alors, hotwire, ça veut dire inject. Ça veut dire que vous demandez à Spring, en quelque sorte, Spring EOC, c'est-à-dire qui fait l'inversion de contrôle, parce que derrière tout ça, il y a Spring qui fait en fait l'injection des dépendances. Vous lui demandez de vous injecter dans cet attribut-là, dans cette variable, une implémentation de cette interface. Alors, donc, en tout cas, donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, quand vous appelez la méthode findAll, il va vous retourner la liste des produits. Alors, cette liste-là, bon, maintenant, tout dépend. Si vous voulez maintenant faire de rendu côté serveur, ben, nous avons besoin d'utiliser le modèle. Alors,
Donc, quand vous utilisez, pour utiliser le modèle, il suffit de déclarer un objet de type modèle ici. Donc, cet objet modèle, en fait, il est injecté par l'application Spring. Alors, j'entends peut-être une demande d'activation, accepter. Alors, les retardataires, ça dérange toujours comme ça. Voilà. Donc, vous avez donc ici, comme je disais, alors qu'est-ce que je disais pour voir, est-ce que vous suivez? Alors, Côté serveur. alors Mehdi, Voilà, monsieur. oui Mehdi, Oui, oui, je suis. tu suis bien? Ouais, ouais, c'est parfait, c'est parfait. Ah, parfait. Alors, tu es dans quelle ville Mehdi? Marrakech. Marrakech. Ah là, donc j'ai toutes les villes Ouais. ici, donc je suis bien, bien entouré. Donc, je reviens au cours. Donc, ici, en principe, je pourrais. Alors, j'ai ce message-là. OK. Bien, donc je continue donc ma présentation. Donc, j'ai ici donc voilà, donc je disais, pour utiliser le modèle, donc il suffit de déclarer un objet de type modèle. Et par la suite, donc, on va prendre donc le résultat, la liste des produits, on va la stocker dans le modèle. Alors pour cela, on va utiliser modèle.addAttribute. Donc je vais ajouter dans le modèle un attribut qui s'appelle liste produit. Et dans la valeur, c'est quoi? C'est cette liste de produits. Donc la valeur, c'est la liste des produits que j'ai récupérés à partir de la couche métier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, on va faire appel à la vue. Alors je vais retourner le nom de la vue, par exemple vue, je l'appelle comme ça vue. Alors et après dispatcher, donc je retourne à qui? Je retourne à dispatcher servlet. Alors dispatcher servlet, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait appel à, donc il va faire appel à la vue. Alors pour faire appel à la vue, il va utiliser un moteur de template. Alors dans notre cas, nous allons utiliser TeamLeaf comme moteur de template. Et il va lui demander donc de lire le contenu de la vue qui s'appelle vue.html. Donc je vais donc le contenu, donc il fait appel au moteur de template qui va chercher un fichier qui s'appelle vue.html. Donc c'est la vue. Alors quand vous voyez donc vue dans vue.html, bon vous allez trouver donc il y a du HTML, c'est pas du JSP en tout cas, mais dans lequel on va utiliser donc des directives qui vont être interprétées par le moteur de template qui est TeamLeaf. Donc ça veut dire que dans vue.html par exemple, pour utiliser donc TeamLeaf, donc on va déclarer d'abord un namespace avec XML NSTH. Donc ça c'est le namespace. Donc ça c'est le préfixe. Notre namespace s'appelle http www.teamleaf.org. Donc ça c'est en fait, c'est-à-dire l'IURI, on vient de le nom du namespace, c'est-à-dire de TeamLeaf. Il y en a d'autres namespaces qu'on va utiliser par la suite. Alors ici donc ce namespace, donc je vais lui attribuer donc le préfixe th, juste c'est un choix. Alors maintenant après je vais créer par exemple un table à l'intérieur duquel je vais afficher les produits sous forme d'un ensemble de lignes. Alors pour cela donc dans chaque tr, par exemple un tr, je vais utiliser une boucle. Alors pour utiliser une boucle, donc je vais utiliser donc th de point each. Alors each, c'est-à-dire for each si vous voulez. Alors ça veut dire que ce tr là, il va être généré. TeamLeaf, il va générer soi-disant ce tr dans une boucle. Combien de fois? Ben, selon cette expression. Alors dans cette expression là, qui va être bien sûr interprétée par TeamLeaf, donc je vais mettre p de points, c'est-à-dire pour chaque objet p de liste produit.
Alors, liste produit, comme c'est un attribut qui se trouve dans le modèle, j'utilise donc l'expression $entre accolades. Pour lui, c'est une expression, donc automatiquement, il sait que c'est une variable qui se trouve dans le modèle. Il récupère donc la liste des produits, il fait un for each. Pour chaque produit P, il va afficher donc les différentes colonnes. Donc, vous avez TD, par exemple, entre TD/TD, je voudrais afficher un texte. Donc, j'utilise encore TH, qui est le tmlif, de point texte. C'est quoi le texte? C'est p.id, p.désignation, p.prix, p.quantité. Alors, ici, donc, j'affiche les valeurs, donc, si vous voulez, de l'objet. Alors, est-ce que vous avez compris cette partie-là? Parce que ça, c'est la partie fondamentale de Spring MVC. Alors, vous pouvez activer vos microphones, vous me dites, est-ce que c'est clair? Ou bien vous envoyez un message, voilà, yes, Oui, monsieur. oui, oui, parfait, C'est clair. c'est clair, très bien, très bien, très bien, c'est clair, oui, Yasser, Youssef, Yousra, Hajar, Anas, oui, monsieur, oui, Ouda, Safa, Saad, Abir, Mohamed, Zakaria, Mohamed, Badawi, Naji, Mohamed, Oftou. Donc voilà, donc pratiquement c'est clair. Alors maintenant, du moment que c'est clair, maintenant on va rentrer dans la partie application. Donc nous allons créer un exemple d'application qui est pour montrer un peu quelques détails. Alors il y a encore un retardataire, Fatima Zdouti. Alors Fatima vient de nous rejoindre. Je voudrais pas l'intimider, mais je voudrais lui donner la parole pour nous dire tout simplement pourquoi il est venu en retard, comme on le fait d'habitude en classe. Tu as un argument, Fatima? Est-ce qu'on peut te voir? Non. Voilà, elle est là, Fatima. Bonjour, Fatima, Zdouti. Alors, tu as désactivé ton microphone. Alors, tout à l'heure, voilà, we can't use template. Alors, c'est quoi ce message-là? Alors, bon, je passe à la partie application. Je crois qu'il a un souci. Alors, si vous voyez que votre microphone, maintenant, vous pouvez le désactiver, s'il vous plaît, en attendant que je passe à l'étape suivante. Bon, alors maintenant, un exemple d'application. Donc, juste, on va créer un exemple d'application dans lequel on va créer une petite application qui permet de chercher des produits. Et après, quand je cherche des produits, que je vais afficher les informations sur le produit, je vais faire de la pagination, c'est-à-dire je vais afficher ça en plusieurs pages, parce qu'en fait, quand on cherche des produits, donc on suppose qu'on a beaucoup de produits dans la base de données qui vont respecter des critères de recherche. Et pour ne pas afficher tous les produits, donc nous allons voir également comment faire le principe de pagination. Alors l'architecture de cet exemple-là, pour créer ce genre d'application, on va d'abord créer, en fait, c'est une application basique avec deux couches. Il y a la couche DAO, la couche web. Pour notre cas, il n'y a pas une couche métier parce qu'il n'y a pas des traitements particuliers. Pratiquement tous les traitements qu'on va utiliser, ils sont fournis par la couche DAO directement. Mais après, dans l'exemple qui va suivre, donc nous allons voir que souvent entre la couche web et la couche DAO, il y a toujours une couche service, une couche métier donc qui va grouper les traitements fonctionnels de l'application, c'est-à-dire les spécifications fonctionnelles. Alors, il y a donc on va créer donc l'entité produit GPA
Et pour faire ce mapping objet relationnel, nous allons tout simplement utiliser Spring Data. Nous avons vu que le moyen le plus simple qui permet de faire le mapping objet relationnel, c'est d'utiliser Spring Data. Pour cela, il suffit de créer une interface produit repository qui hérite de GPA repository et c'est tout. Après, en fait, c'est Spring Data. Je vous rappelle que Spring Data, c'est quoi? C'est une implémentation générique qui permet de gérer les entités GPA. Et donc, ça veut dire que dans Spring Data, c'est lui qui va utiliser donc, en fait GPA. Donc, c'est Spring Data qui va utiliser GPA. Et GPA, c'est une spécification, c'est-à-dire il va utiliser Entity Manager de GPA. GPA, c'est une API. Donc, on a besoin d'utiliser une implémentation de GPA. Donc, dans notre cas, c'est Hibernate, qui est utilisé par défaut par Spring. Et Hibernate, bien sûr, c'est lui qui va faire ce mapping objet relationnel en s'appuyant sur l'API GDBC. Donc, globalement, il y a quand même dans la partie GPA ici, voilà. Ici, ce schéma-là, il explique bien un peu la chose. C'est vraiment explicatif comme ça. Hop. Donc, je vous rappelle que notre application, il va s'appuyer sur Spring Data. Bon, Spring Data, ça veut dire qu'on va juste créer une interface GPA repository, produit repository qui hérite de GPA repository, dans laquelle on va ajouter quelques méthodes. Et après, c'est Spring Data qui va faire appel à GPA, notamment, je vous rappelle que GPA définit un ensemble d'interfaces principales, à savoir, il y a Entity Manager Factory. Donc, c'est le premier objet qui va être créé généralement, qui va être chargé en mémoire. Et avec Entity Manager Factory, on peut créer des objets Entity Manager. Et quand vous voulez gérer des transactions, on va utiliser Entity. À partir de Entity Manager, on peut créer Entity Transaction. Donc ça, c'est juste trois interfaces principales. Après, bon, GPA, c'est une API qui a besoin d'une implémentation. Alors, dans notre cas, on utilise donc Hibernate, qui va s'appuyer sur GDBC, qui va accéder à la base de données. Alors, vous voyez, dans le cours du mapping objet relationnel, je vous ai rappelé un petit peu comment faire le mapping objet relationnel avec GDBC. Ça nécessite d'écrire du code prepare a statement, execute query, while rs.next. Donc, ça, c'est du code Java classique. Nous avons vu comment travailler GPA Hibernate avec Entity Manager. Donc, ça, souvent, vous appelez Entity Manager.persist, Entity Manager.createQuery, .merge, etc. Mais dans notre cas ici, on ne va pas faire tout ça, mais c'est Spring Data qui va faire appel à ce code. C'est-à-dire, c'est lui qui va utiliser donc Entity Manager. Ça veut dire, nous, on va juste créer une interface GPA Repository. Alors, voilà l'architecture. Alors côté couche web, donc je vais utiliser je vais créer un contrôleur Spring MVC et je vais créer une vue basée sur le moteur de template TeamLeaf. Bien sûr, donc la communication entre le moteur de template et le contrôleur, c'est-à-dire les données préparées par le contrôleur, vont être stockées dans le modèle et vont être récupérées par le moteur, la vue, en utilisant TeamLeaf comme moteur de template. Alors en tout cas, donc pour travailler ça, donc je continue toujours à travailler avec Eclipse, mais je crois qu'il y en a parmi vous ceux qui travaillent avec IntelliJ. Bref, donc ça c'est, vous pouvez utiliser d'autres IDE. Donc je vous rappelle juste, donc si vous avez une version de Eclipse, si vous avez installé Spring Tools, alors le plugin Spring Tools, donc en face dans Eclipse Marketplace. Alors si vous avez une version un peu plus récente de Spring, plutôt de Eclipse, il faut d'abord vérifier si vous avez installé Spring Tools. Bon, je suppose que vous ce n'est plus le, c'est-à-dire on va plus parler de ce problème-là parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc je vous rappelle quand même Spring Tools. Bon, c'est un plugin qu'on va chercher et après il faut l'installer. Donc, alors une fois ce plugin-là est installé, vous pouvez commencer par créer un projet Spring Starter Project. Alors ici, donc ça c'est le projet Spring, plutôt c'est Spring Tools. Alors si vous avez une version plus récente de Eclipse, vous installez la version 4. Bon, c'est déjà installé ici. Alors si c'est déjà installé,
bon, vous créez donc un projet Spring. Donc vous allez trouver ici Spring Starter Project. On crée le projet. Bon, à la fin de la séance, vous me rappelez quand même pour vous montrer d'autres manières de créer les projets Spring, Spring Boot, Spring Starter. Si vous n'avez pas Spring Tools installé, il y a d'autres solutions. C'est toujours bien d'avoir plusieurs solutions pour créer un projet Spring MVC. Donc, vous me rappelez à la fin de la séance si vous voulez pour vous montrer les différentes techniques. Alors, donc ici, donc le nom du projet, donc je vais l'appeler TP MVC comme ça. MVC TP. Voilà. Monsieur, Oui. je pense que vous avez oublié de partager l'écran avec nous. Ah. Ah, bah, c'est-à-dire depuis tout à l'heure, vous voyez pas ce que je fais dans Eclipse? Non, monsieur, il a déjà partagé. Il est partagé. Monsieur, on est en train de voir. Oui, il a partagé. Alors, Oui, là, monsieur, il est partagé. alors, il faut quand même. Donc, dites-moi, est-ce que vous voyez ce que je fais dans Eclipse? Oui, monsieur, on voit très bien. Oui, Ah, monsieur, nous avons Oui, monsieur. Alors, qui m'a demandé, dit que, en fait, qui m'a demandé de partager l'écran? Alors, C'est moi. c'est déjà fait? C'est Anas? Oui. Alors, Anas, toi, Je tu n'arrives pas à recevoir, c'est ça? Il y a un retardataire encore, il est là. Oui? Anas, Ça y est, ça marche. ça y est, tu arrives à voir l'écran? Oui. Et est-ce que c'était dû à quoi? C'est dû à quoi, Anas? Tu ne sais, tu ne sais pas? Pas pour. Hein? Bon. C'est bon. Donc, vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Oui, Parfait. Bien. Donc, ici, le nom du projet. Alors, ici, donc, je vous rappelle que un projet Spring Starter, c'est un projet par défaut qui est un projet Maven. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler c'est quoi Maven. Donc, c'est pas, donc, j'en ai déjà parlé. Mais également, vous pouvez utiliser Gradle. Donc, ici, donc, Maven, c'est un outil qui permet donc de l'automatisation du processus de construction des applications. Alors, c'est lui qui va vous permettre de gérer les dépendances de votre projet, mais en même temps, c'est lui qui va vous permettre donc d'automatiser la construction des applications, c'est-à-dire la compilation, l'exécution des tests unitaires, générer le package, installer le package dans le repository, déployer l'application, générer la documentation. Alors, globalement, bon, en tout cas, donc un projet Spring, c'est un projet Maven qui utilise donc un projet Spring, c'est un projet Maven qui utilise donc voilà, c'est un projet qui est basé sur Maven. Alors l'application donc c'est un jar. Donc je vous rappelle qu'il y a deux types d'applications, soit en fait jar ou bien war. Jar ça veut dire Java Archive, ça veut dire c'est une application Java. War ça veut dire c'est une application web archive. Alors, ça ne veut pas dire que si vous dites jar, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une application Java. C'est quoi la différence? La différence, c'est que un jar, une application jar, c'est une application Java. Quand l'application Java démarre, c'est elle qui va démarrer Tomcat. Ça veut dire que Tomcat, vous n'aurez plus besoin de le démarrer. C'est-à-dire que Tomcat fait partie des composants de votre application. C'est-à-dire, c'est l'application qui va démarrer le conteneur web et après, votre application va fonctionner. Et dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle une application autonome, stand-alone application. C'est-à-dire une application que vous pouvez lancer dans n'importe quelle machine, ce qui est très pratique. Donc, ce qui est plutôt conseillé aujourd'hui, c'est d'utiliser des applications jar au lieu d'utiliser WAR, Web Archive. C'est quoi la différence? C'est que vous avez toujours, c'est une application web, au final c'est une archive, mais pour exécuter votre application, il vous faut démarrer d'abord un serveur. Il vous faut un serveur d'application, un conteneur web qui doit être démarré et dans lequel vous allez déployer donc le WAR de l'application. Alors dans notre cas ici, comme on travaille avec Spring Boot,
Donc, jar, c'est plutôt mieux. Donc, on dit même que en fait, le war, c'est le passé. Et jar, c'est le présent et le futur. Bon, ça, c'est un peu une pratique très courante dans les applications. Alors, en tout cas, ici, on va choisir donc un groupe ID, donc org.sid. Bon, comme j'ai l'habitude d'écrire toujours ce groupe ID comme ça. Le nom de Artifact ID, je garde le même nom que l'application. Et dans le package de l'application, vous gardez le même nom, le même que le groupe ID, ici. Next. Alors maintenant, on va choisir les dépendances. Alors, quelles sont les dépendances dont j'aurai besoin? Alors d'abord, j'ai besoin de GPA, Spring Data GPA. Ça, c'est pour, vous avez en même temps, avec cette dépendance, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez Spring Data, vous avez GPA, l'API GPA, vous avez l'implémentation Hibernate par défaut, et vous avez également d'autres, en tout cas d'autres éléments qui sont nécessaires pour tout ce qui est le mapping objet relationnel. Et après, vous avez besoin d'une base de données, d'un pilote JDBC. Après, vous pouvez chercher MySQL Driver. Alors, dans notre cas, on peut utiliser une base de données de type MySQL, mais vous n'êtes pas censé avoir un vrai système de gestion de base de données installé dans votre machine pour créer des applications souvent. Il y a un SGBD qui s'appelle H2. Alors, en fait, H2 Database, en fait, H2 c'est un SGBD mémoire, In Memory Database. C'est-à-dire, quand vous démarrez votre application, il y a Spring qui va démarrer un SGBD en mémoire qui s'appelle H2 et que vous pouvez utiliser pour tester votre application. Une fois que vous testez l'application, etc. Mais sauf que quand vous arrêtez l'application, les données vont disparaître parce qu'en fait tout se passe en mémoire. C'est-à-dire que par défaut, donc H2 n'est pas persistant. Il n'y a pas de persistance dans des fichiers. Mais c'est très pratique pour tester les applications. Mais une fois que vous terminez l'application, vous pouvez basculer vers un SGBD persistant comme MySQL par exemple ou bien Oracle. Alors dans cet exemple-là, je vais vous montrer comment utiliser H2 et par la suite, à la fin, on va voir comment basculer notre application vers MySQL. C'est-à-dire on va juste changer dans le fichier application.properties. Donc ça c'est la deuxième dépendance. La troisième, c'est maintenant la partie web. Web. Voilà. Alors dans la partie web, donc je vais choisir donc Spring Web. Alors en fait, donc dans la couche web, en fait Spring, il y a deux modèles. Donc j'avais déjà l'occasion de vous parler des deux modèles de développement d'applications web. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me les rappeler? Vous vous rappelez de ça? J'attends votre réponse. Il y a quelqu'un? Oui, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole pour m'expliquer ça? Involontaire. Donc il y a deux modèles. Il y a le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes et le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. C'est clair? Je suis pas rassuré. Ah, ouais, je vois, oui, monsieur, oui, 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 oui. Ah, ok. Donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. C'est quoi la différence? Personne?
Anas a quitté la réunion. Personne? C'est pas grave. Alors peut-être je n'en ai pas trop parlé la dernière fois. Donc je vous rappelle que pour créer des applications web, en principe, il y a deux modèles. Donc il y a le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Alors si vous choisissez donc Spring Web, c'est-à-dire si le modèle est Spring MVC classique, c'est-à-dire avec un conteneur Tomcat avec le modèle multithread, c'est-à-dire il va créer plusieurs threads. Chaque requête va être traitée par un thread. Mais par contre, si vous voulez travailler donc le modèle réactif, c'est-à-dire single thread avec des entrées-sorties non bloquantes, après on va voir comment travailler avec Spring Reactive Web, c'est ce qu'on appelle également Spring Web Flags. Alors c'est donc on est dans le modèle multithread avec les entrées-sorties bloquantes. Donc en tout cas, ça c'est Spring MVC. Mais quand vous utilisez Spring MVC, vous avez besoin d'un moteur de template. Alors, si vous voulez les moteurs de template dans la catégorie Templates Engine, donc vous voyez donc dans la catégorie Template Engine, vous avez des moteurs de template. Alors, Templates Engine. Alors ici, vous voyez donc qu'il y a TeamLeaf. Donc ça, c'est ce que nous allons utiliser comme moteur de template, mais on peut également utiliser FreeMaker, Moustache, Groovy Template. Donc ça, c'est vous avez toujours le même mécanisme, sauf que la syntaxe des vues va différer d'un moteur de template à l'autre. Alors je crois que ceux qui ont déjà travaillé avec, par exemple, des frameworks PHP, comme par exemple Symfony, c'est que vous avez déjà utilisé un moteur de template comme un exemple. Twig, voilà, pour Symfony, parfait. Alors vous pouvez toujours activer votre écran, votre microphone si vous voulez donner une réponse. Si vous voulez, hein. Sinon avec les messages comme ça, c'est parfait. Donc je vais utiliser donc TeamLeaf comme moteur de template. Ça c'est les dépendances. Bon après, maintenant, ça c'est l'essentiel. Alors maintenant, après, je vais ajouter, du moment que je travaille avec H2 Database, je vais utiliser DevTools. Alors en fait, DevTools, il m'offre un ensemble d'outils de développement, parmi lesquels il m'offre une interface web qui me permet de consulter la base de données H2. Mais en même temps, il m'offre la possibilité donc des outils qui sont assez pratiques pour le développeur. Souvent, vous aurez besoin de l'utiliser. DevTools. Le troisième, ça c'est une autre dépendance. Et il y a également, on va utiliser cette fois-ci Lombok. Alors Lombok, en principe, Lombok c'est quoi? Vous vous rappelez, d'habitude, à chaque fois qu'on crée une classe, on a besoin de générer les getters et setters, les constructeurs, et après la méthode toString. Et vous avez sans doute remarqué que tout ce qui est les getters et setters, et ça, c'est des codes que vous générez avec l'IDE, mais c'est des codes que vous touchez jamais, c'est-à-dire que dont vous n'avez pas besoin c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de modifier. Et ben, donc c'est des codes techniques qui polluent votre code source. Alors, est-ce qu'il y a un moyen qui va remplacer les getters et setters avec des annotations? Ben, le moyen, c'est Lombok. Lombok, donc, si vous l'ajoutez, on va utiliser quelques annotations simples qui permettent donc tout simplement de remplacer les getters et setters. En fait, c'est-à-dire, c'est ce que je vais montrer aujourd'hui même. Alors, voilà, il y a combien de dépendances? Il y en a 6 pour le moment dans cet exemple-là. Next, finish. Alors, je crée le projet. Alors, j'ai besoin de voir un peu ce que... Voilà. Est-ce que c'est clair?
Donc ici, la création du projet. Donc on n'a pas encore commencé à développer, là, juste la structure. Votre feedback, s'il vous plaît. Oui. Alors s'il y a bien sûr une question, donc c'est le moment de poser des questions. À chaque fois qu'on va passer d'une partie à l'autre. Ok. Oui. Parfait. Bien. Très bien. Monsieur, c'est quoi l'intérêt de Spring Boot DevTools? Voilà la question. Alors, qui a posé la question, c'est quoi l'intérêt de DevTools? Vous pouvez prendre la parole avec votre microphone. C'est Anas Riani. Alors, Anas Riani. Oui, monsieur. Alors, Anas Riani, voilà. Je veux savoir Alors, tu peux activer l'intérêt de... ta caméra, comme ça je te vois. J'ai envie de vous voir de temps en temps. Tu peux activer la caméra, la webcam? D'accord. Voilà, Oui, monsieur. voilà. Donc, Anas. Alors, tu m'as posé la question, c'est quoi l'intérêt de DevTools, c'est ça? La dépendance DevTools, ouais. D'accord. Alors, en fait, DevTools, donc, c'est une dépendance. J'avais déjà l'occasion de vous dire que dans un projet, généralement, il y a trois environnements. Il y a l'environnement dev, l'environnement de test et l'environnement prod. Dev, ça veut dire j'ai besoin d'une configuration. Pendant le test, j'ai besoin d'une autre configuration. Et en production, j'ai besoin d'une autre configuration. Alors maintenant, quand vous êtes dans un environnement développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'activer le cache, par exemple, parce que si vous activez les caches par exemple, de TeamLeaf et d'autres caches, à chaque fois que vous faites une modification, il faut redémarrer l'application. N'est-ce pas? Quand vous êtes en mode Ouais. développement, vous n'avez pas besoin d'un vrai système de gestion de base de données, par exemple. Vous pouvez utiliser un SGBD mémoire, comme on vient de voir H2, c'est suffisant. Alors, DevTools, justement, il me permet de configurer mon environnement dans un environnement de développement. C'est-à-dire, il vous offre la configuration adéquate à utiliser pour l'environnement de développement. Bon, en tout cas, il y a deux choses que vous allez retenir pour DevTools. Il y a deux choses. Premièrement, c'est que si vous travaillez avec DevTools, à chaque fois que vous faites une modification dans votre code, vous n'avez pas besoin de redémarrer l'application. Vous allez voir, il va automatiquement recharger le contexte. Ça, c'est la première. C'est clair? C'est clair? Oui, monsieur, merci. La deuxième, Ouais. c'est H2. C'est un SGBD. J'ai besoin d'une interface web qui me permet de consulter la base de données H2. Donc DevTools, il m'offre ça. Voilà. Alors tu peux désactiver ta webcam. Merci. Monsieur, voilà. Est-ce que chaque vue, c'est qui a posé la question? Attendez, je reviens ici. Alors c'est Iman. Iman Zohor. Monsieur, est-ce que chaque vue, on doit créer un sous-contrôleur? Alors tout à l'heure, on n'est pas obligé. C'est-à-dire, on peut créer un sous-contrôleur pour plusieurs vues. Donc, il y a pas on n'est pas obligé d'avoir un sous-contrôleur pour chaque vue. Iman, tu veux prendre la parole? Oui, monsieur. Oui. Tu peux nous montrer ton visage? Non? Oui, déjà, Ah. ma caméra est déjà active. Ah, très bien. Voilà, je vais t'activer. Alors, c'est l'occasion. Donc, Iman Zohor. Donc, je vais activer donc Iman. Zohor, Iman. Donc, c'est plutôt I. Voilà. Iman. Voilà, Iman. Je te vois bien.
Parfait. Donc, Oui, monsieur. la question, c'est que pour le contrôleur, on n'est pas obligé d'avoir, c'est-à-dire un contrôleur pour chaque vue. Donc, je peux bien avoir un contrôleur qui permet d'ajouter un produit, de chercher les produits, d'éditer et de supprimer le produit. Ça, c'est le même contrôleur, mais pour ajouter, c'est une vue, chercher, c'est une vue. Donc, tu vois, je peux avoir un contrôleur pour plusieurs vues. C'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Voilà, alors donc je reviens à mon projet. Alors donc j'ai le projet qui est créé. Comment on avait appelé notre projet? Bah, c'est juste pour voir si vous suivez. TPMVC. TPMVC. Parfait. Merci. Alors, un projet Spring Boot, donc si votre projet est bien créé, en tout cas donc si les dépendances sont chargées. Vous voyez donc déjà, comme c'est un projet Maven, vous allez trouver donc Maven Dependencies. Donc il y a plein de fichiers .jar qui sont là. Alors vous trouverez donc il y a Spring, il y a GPA, il y a Hibernate, il y a Tomcat. Vous voyez donc Tomcat fait partie. Quand vous utilisez la dépendance web, donc vous allez trouver donc Apache Tomcat. Je devrais l'avoir ici quelque part. Jakarta, ici. Elle est là. Bon. Donc vous voyez donc Tomcat, donc vous n'aurez plus besoin d'installer Tomcat séparément parce que maintenant Tomcat fait partie de votre application. Donc c'est une version Tomcat embarquée si vous voulez. Alors maintenant, une application Spring Boot, donc je vous rappelle, c'est une application Java qui se trouve dans votre package principal, le package de base ici. Donc ça c'est l'application Spring Boot. Bon, ça c'est une petite application. C'est une petite application mais qui fait beaucoup de choses. Bon, vous voyez donc une application Java main dans laquelle vous avez Spring Application.run. Alors c'est très important ce qui va se passer ici. C'est quand vous démarrez votre application, le premier qui va démarrer c'est Spring. Parce que nous avons dit que Spring c'est lui qui fait l'inversion de contrôle. C'est lui qui va faire l'injection des dépendances, c'est lui qui contrôle l'ensemble des objets de mon application. Et quand il va démarrer, bah, il va lire le fichier application.properties, le seul fichier de configuration de votre application. Alors dans le fichier application.properties, c'est là on va spécifier par la suite les informations comme le type de base de données, le nom, le username, password, etc. Toute la config qu'il faut faire pour votre application. Alors pour le moment, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit ici. Pourquoi? Parce que nous utilisons une base de données de type H2. Alors, du moment que vous utilisez H2, alors en fait, Spring Boot, qu'est-ce qu'il fait? Au démarrage, il va utiliser un data source par défaut qui utilise une base de données qui s'appelle TestDB. C'est une base de données de test. Donc ça veut dire que ici, donc, il n'y a rien à mettre pour le moment dans c'est-à-dire dans ce fichier Application Properties. Et quand il va lire ce fichier Application Properties, il sait déjà que vous utilisez Spring sait que vous utilisez GPA, parce qu'en fait, ça, dans les dépendances, vous avez coché, vous utilisez GPA. Donc automatiquement, il va configurer GPA, ça veut dire qu'il va démarrer Entity Manager Factory, c'est-à-dire qui représente l'unité de persistance. Il va scanner les classes, dès qu'il trouve des classes qui contiennent des annotations, il va les scanner. Donc bref, donc ça veut dire que au démarrage, Spring Boot, il va faire l'autoconfiguration. C'est bien ça la différence entre Spring classique et Spring Boot. Spring Boot, la différence c'est qu'avec Spring Boot, il fait l'autoconfiguration. Je n'ai pas besoin d'aller vers un fichier persistence.xml ou bien pour configurer comme quoi je vais utiliser une base de données de type H2 et j'ai besoin de créer un tel data source, etc. etc. Je n'ai pas besoin de faire ça
Parce que, en fait, Spring Boot, lui, si vous ne spécifiez pas de config, il utilise une configuration par défaut. Donc, et il se base sur ce que vous avez déclaré dans les dépendances pour déterminer quelle est la configuration par défaut. Et ça, en fait, les développeurs aiment beaucoup cette manière de travailler. Pourquoi? Parce que souvent, les projets se ressemblent et les fichiers de configuration se ressemblent, du moment que c'est presque la même config que vous utilisez dans plusieurs projets. Donc Spring Spring Boot vous offre cette possibilité de faire l'auto-configuration. Alors maintenant, vous voyez donc, je n'ai rien configuré, j'ai créé mon projet, je passe directement vers l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Je vais créer mon application. Alors dans mon application, donc, je vais créer une application qui permet de gérer des entités. Alors on va créer donc une entité étudiant ou de la produit, bon, je sais pas, vous me proposez quelque chose? Des virus. C'est pour rigoler un petit peu. On veut créer une application qui permet de gérer quoi? Allez-y, proposez-moi. Des patients. On voudrait donc, on a des patients qu'on voudrait savoir, donc les patients qui sont malades, qui ne sont pas malades. Donc, au lieu d'utiliser produit, donc je veux gérer des patients. Alors, donc quand vous créez l'entité patient, il faut juste faire attention. C'est que dans votre application, vous avez spécifié le package de base. C'est org.sid. Donc, mon entité devrait se trouver à l'intérieur du package org.sid. Par exemple, ici, je vais créer un sous-package qui s'appelle entities. Donc, c'est org.sid.entities. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si votre classe ne se trouve pas à l'intérieur du package de l'application, bref, cette application, quand elle démarre, il ne va scanner. Et ça, c'est très important parce que souvent, vous faites des erreurs comme ça et vous pouvez passer beaucoup de temps à chercher l'erreur. Quand Spring Boot démarre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va scanner que les classes qui se trouvent dans des packages à l'intérieur de ce package, de l'application, org.sid. Donc, ça veut dire si vous créez des classes qui sont en dehors de ce package, qui ne descendent pas de ce package-là, ben, ils vont être ignorés par Spring. Donc, ça veut dire que même si vous les créez, ils ne seront pas scannés. Donc, vous posez la question pourquoi mon application ça ne marche pas, pourquoi il ne m'a pas généré la table. Ben, tout simplement, il faut toujours faire attention si bien vos classes se trouvent à l'intérieur du package de base de l'application. Autrement, si vous voulez les garder en dehors, ben, il va falloir ajouter une autre annotation dans l'application qui montre comme quoi pour lui demander de scanner également d'autres packages. C'est Component Scan, dans lequel vous lui montrez quels sont les packages qu'il devrait également scanner. Alors, c'est donc si vous ne le faites pas par défaut, il ne scanne que les classes qui se trouvent à l'intérieur de ce package. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Alors, tu peux désactiver ta caméra. Alors, ici. Oui. Voilà. C'est clair. Parfait. Parfait. Alors, c'est bien. Alors maintenant, nous avons ici donc un patient est défini par ses attributs. J'ai un ID de type long, le nom du patient de type string, la date de naissance du patient de type date. Alors, je vais utiliser date java.util.date, date de naissance. Et après quoi d'autre? Un attribut par exemple de type booléen. Malade. Est-ce qu'il est malade ou pas? Voilà. Alors maintenant, ça c'est la classe qu'on crée. C'est une classe classique. Maintenant, j'ai besoin de créer les getters et setters. Alors pour les getters et setters, maintenant, en fait, je n'ai pas besoin de... je n'ai pas besoin de générer les getters et setters parce que j'ai Lombok. Alors pour utiliser Lombok, il suffit d'utiliser la notation data. Alors data, ça veut dire les getters et setters. Et là, vous allez remarquer quelque chose de très important.
c'est qu'il y a une fenêtre qui s'appelle Outline. Donc, je vais l'afficher. Window, Show View, Outline. Alors, vous voyez donc Outline, généralement, il vous affiche la structure de votre classe, mais au niveau du bytecode. Ce n'est pas au niveau du code source. Vous voyez donc, dans mon code source, il n'y a pas les getters et setters, mais dans le bytecode, il y a bien les getters et setters. Alors, si je supprime data, vous voyez ici, il n'y a pas de getters et setters. Mais si j'ajoute la notation data, vous voyez, il va générer les getters et setters. Alors ici, donc, en principe, maintenant, si vous voulez ajouter, donc c'est bien ça Lombok. Si vous voulez ajouter la notation à un constructeur sans argument, vous utilisez noArg constructor. Pour ajouter un constructeur avec argument, allarg constructor, tous les arguments. Si vous voulez une méthode toString, vous avez la méthode toString. C'est tout. Alors vous voyez donc ici, je préfère voir mon code comme ça, parce que là, ce code comme ça, c'est plus lisible, c'est-à-dire c'est mon entité, parce que tout ce qui m'intéresse dans l'entité, c'est ça. Mais tout le reste que vous générez, c'est quoi? C'est des codes techniques. Alors d'ailleurs, si vous ne voulez pas faire ça, si vous n'utilisez pas Lombok, il faudrait générer les getters et setters, c'est ce qu'on fait d'habitude. Vous générez un constructeur sans paramètres, même si vous n'écrivez pas ce code-là, mais c'est du code qui dérange. Générer un constructeur avec paramètres et générer la méthode toString. Vous voyez, bon, ça c'est le code que vous écrivez d'habitude, mais tout ce code que vous voyez là, c'est des codes qui polluent. Tout ce code-là, c'est des codes presque que vous n'avez pas besoin de modifier. C'est des codes qui polluent votre code. Alors, quel est le moyen qui permet donc d'insérer, c'est-à-dire ces fonctionnalités au niveau du bytecode, mais que vous n'avez pas dans le code source? Alors maintenant, vous savez la réponse. C'est d'utiliser quoi? Lombok. Alors Lombok, ici, donc je vais utiliser, donc je vous rappelle, data, c'est pour les getters et setters. Un constructeur sans paramètres, c'est noArg constructeur, allargs constructeur et la notation toString. Alors c'est bien celle. Mais faites attention, si le fait d'ajouter les annotations comme ça ne veut pas dire automatiquement que les getters et setters sont ajoutés. Il faut toujours regarder dans votre fenêtre Outline. Pourquoi? Parce que pour que en fait Lombok puisse fonctionner, même si vous mettez la notation, pour que ça marche, il faudrait configurer votre version de Eclipse pour qu'il puisse compiler avec l'option Lombok. Ça veut dire quoi? Il faut demander à Eclipse, tiens, quand j'enregistre, quand il compile, c'est-à-dire tu appelles le compilateur, tu fais appel à lombok.jar, il y a un fichier lombok.jar, tu l'appelles pour qu'il visite le code. Il va regarder le code source. Dès qu'il trouve une annotation data, c'est à ce moment-là qu'il va générer les getters et setters dans le bytecode. C'est-à-dire, ces annotations-là, ils vont servir au compilateur. C'est-à-dire, ils vont être interprétés au moment de la compilation, et non pas au moment de l'exécution. Alors, comment configurer votre version de Eclipse pour qu'il puisse reconnaître Lombok? Normalement, je vais vous le montrer. Normalement, pour le faire, pour configurer votre version de Eclipse pour qu'il puisse utiliser Lombok au moment de la compilation, vous pouvez aller vers... Donc, normalement, il faut quitter Eclipse. Parce qu'en fait, cette opération que je vais vous montrer, ça nécessite de quitter Eclipse, de configurer de Lombok pour Eclipse, et par la suite, de quelque chose, il y a Ayman. Donc, comme je disais, donc, normalement, il faut quitter Eclipse. On va reconfigurer notre version de Eclipse et on va le relancer. Mais moi, je ne vais pas quitter parce que c'est déjà configuré, mais je vous montre quand même comment le faire. Alors, je lance mon navigateur. Et je vais... si vous voulez regarder, vous cherchez Lombok Project.
Et vous allez trouver donc la documentation de Lombok qui vous explique cette procédure. Ici, lombokproject.org, projectlombok.org. Il y a un lien ici qui vous montre la doc. Alors ça, c'est la documentation. Alors ça, c'est juste, voilà. Vous voyez, Lombok, c'est ça. Alors ça, c'est le logo de Lombok. Alors, voilà, donc, bon, bref, j'ai pas besoin de lire ça pour vous montrer, c'est très simple. Ben, pour pouvoir configurer votre version avec Lombok, vous quittez Eclipse, il faut le quitter d'abord. Ensuite, vous allez télécharger lombok.jar. Il y a un fichier là, lombok.jar. Vous pouvez télécharger, c'est rapide. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'exécutez. Enregistré. Je l'exécute. Bon, c'est une application Java, donc il va être exécuté avec la machine virtuelle Java. Une fois qu'il s'exécute, il va vous afficher une petite fenêtre dans laquelle vous allez spécifier le chemin où se trouve votre version de Eclipse. Vous voyez, donc là, il est normalement en train de chercher où se trouve Eclipse, mais ne le laissez pas chercher. Vous cliquez sur le bouton Specify Location. Donc, je montre où se trouve la version de Eclipse. Alors, pour moi, il faut être sûr de la bonne version que vous utilisez. J'ai ici le raccourci. Je prends les propriétés de mon raccourci. Je prends directement le chemin ici, copier, vers eclipse.exe. Et je reviens vers cette fenêtre-là, ici, Specify Location, CTRL V. Je lui donne où se trouve Eclipse, Select, Install directement. Alors, quand vous cliquez Install Update, c'est rapide, c'est en une fraction de seconde. Vous quittez. Alors, en fait, vous lancez votre version de Eclipse et après, vous allez voir que ça devrait marcher. Pour savoir si ça marche, il faut vous jeter toujours un coup d'œil sur la fenêtre Outline. Alors, en réalité, quand vous faites de la config, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est très simple. Quand vous exécutez lombok.jar, il va juste chercher dans le dossier Eclipse. Il va faire deux petites choses. À la rigueur, ça, vous pouvez le faire manuellement si vous voulez. D'abord, vous voyez, dans le dossier Eclipse, il va copier le fichier lombok.jar. Deuxième, il va dans eclipse.ini, si vous ouvrez ce fichier-là, ben, il va ajouter à la fin une ligne, une option que vous voyez ici. Voilà, moins Java Agent, et après il spécifie le chemin de ce fichier lombok.jar. Ça veut dire quoi? Ben, ça, c'est pour compiler. Vous savez, ça veut dire que quand Eclipse va compiler, on lui demande, quand il compile, tu prends en considération cette option. Donc, à chaque fois que vous enregistrez votre code source, ou bien c'est normal qu'il va compiler, ben, il compile, il génère le bytecode, mais en même temps, il appelle lombok.jar pour lui demander de faire son travail. Et c'est quoi le travail de lombok.jar? Il va regarder. Dès qu'il trouve ces annotations-là, c'est à ce moment-là qu'il va générer les getters, setters, etc. dans le bytecode. Est-ce que c'est clair cette histoire de Lombok? Messieurs, est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur. Alors bien sûr, si c'est pas clair, il y a une question. Alors je vois que dit oui, donc c'est parfait. Monsieur, Oui. pour IntelliJ. Ouais, exactement. Merci de poser la question. C'est qui est en train de poser la question? Je vais t'afficher en plein écran. C'est qui? Ahmad Tawfiq, j'ai un problème dans mon caméra. Ah, tu n'as pas de... voilà, parfait. Donc, pour IntelliJ, donc ta question. Alors, pour les gens qui travaillent avec IntelliJ, c'est pas la même procédure. Vous allez vers les plugins. Vous installez un plugin qui s'appelle Lombok.
Et vous savez, pour installer un plugin, dans IntelliJ, donc ça se passe dans le menu fichier, plugins. Vous faites la recherche, c'est rapide, c'est pas compliqué. C'est clair? D'accord, merci. Alors, D'accord, monsieur, merci beaucoup. alors, je vous le montre quand même. Bon, j'attends juste que ma version IntelliJ soit relancée. D'autres questions? Il est déjà installé. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est déjà installé? Bon, je vais pas l'attendre. Bref, donc pour les gens qui travaillent avec IntelliJ, donc vous allez vers le menu File, vous cherchez donc les plugins et vous cherchez dans les plugins Lombok. Vous allez cliquer sur Installer, c'est rapide, ça suppose que vous avez une connexion Internet. Et après, il vous demande de relancer les DE. Donc, il relance IntelliJ. Alors, pour le cas de Eclipse, il ne faut pas oublier ça. Il faut quitter Eclipse pour faire cette opération. Il faut relancer Eclipse. Mais après, peut-être même avec Eclipse, dans le Help, vous cherchez dans Eclipse Marketplace, peut-être il y a le plugin Lombok plugin. Bah, en tout cas, bon, je vous ai montré en fait la technique la plus directe, mais c'est plus simple de comprendre les choses comme ça. Mais le plus important à comprendre, c'est que quand vous utilisez Lombok, même si vous avez la dépendance dans votre projet, il faudrait que votre IDE que vous utilisez, il faudrait qu'elle soit configurée pour compiler avec l'option Lombok, c'est-à-dire head la ligne. Si vous voulez compiler sur ligne de commande, vous savez, pour compiler sur ligne de commande, vous tapez Java C, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, quand vous compilez sur ligne de commande, vous tapez, je ne sais pas, Java C, la classe test.java, n'est-ce pas? Mais si votre classe test utilise les annotations Lombok, il faut lui ajouter cette ligne, n'est-ce pas? C'est l'option moi Java Agent, etc. Ça veut dire plutôt lombok.jar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous dites c'est Java, c'est pas Java, c'est Java C. C'est-à-dire, ah ben là. Il va compiler le Lombok avec le programme. Exact. En fait, ça c'est toujours, j'avais parlé, rappelez-vous de l'orienté aspect, la programmation orientée aspect. Vous vous rappelez? En fait, la programmation orientée aspect, c'est une technique qui consiste à séparer le code métier des codes techniques, séparer les différents aspects d'une application. Alors ici, donc, ici, quand j'écris test et je mets des annotations Lombok dans la classe test, en principe, moi, j'écris pas le code source parce qu'en fait, au moment de la compilation, que le compilateur va encore utiliser Lombok, il va visiter le code source pour, à chaque fois qu'il trouve il y a des annotations, il va générer le bytecode. C'est-à-dire que je compile avec Lombok. Donc vous voyez donc avec les annotations Lombok, ils vont servir au moment de la compilation. Et si vous voulez que votre IDE puisse compiler, prendre en considération, il faudrait que ça soit configuré. C'est-à-dire votre IDE doit être configuré de compiler avec l'option Lombok. Alors c'est bien ça quand vous installez le plugin Lombok IntelliJ ou bien vous installez sur Eclipse, c'est comme ça qu'il fait. Bref, alors je passe à la suite. Donc je me suis arrêté un petit moment sur Lombok parce que c'est la première fois que je vous le montre. Alors maintenant, nous avons une classe. Maintenant, je voudrais que ce soit une entité GPA. Alors pour que ce soit une entité GPA, nous utilisons la notation entity. Alors je vous rappelle, entity, ça veut dire que la classe patient correspond à une table au niveau de la base de données. Si vous voulez spécifier le nom de la table, vous utilisez la notation table. Name, le nom de la table, je vous rappelle, patient.
Mais si vous voulez appeler votre table, si vous voulez lui donner le même nom que la classe, c'est pas la peine de spécifier la notation table parce que par défaut, il va prendre le même nom que la classe. Il faut spécifier la notation ID. Faites attention, ID de JavaX. Alors, toutes les annotations de GPA se trouvent dans le package javax.persistence. Ça, c'est GPA. Donc, l'annotation ID, parce qu'il se peut que vous avez une autre annotation ID. Regardez, il y a l'annotation ID de Spring Data. Donc, parfois, par erreur, si vous utilisez ça, vous allez voir que ça ne marche pas. Alors, ça, c'est juste... Alors, donc, j'utilise bien donc, la notation ID de javax.persistence. Alors, si vous souhaitez que la valeur de ID soit générée automatiquement, on va utiliser la notation generated_value. Si vous souhaitez que la valeur de la clé primaire soit générée automatiquement au niveau de la base de données, on va utiliser identité. Identité, ça veut dire que vous aurez un auto-increment au niveau de votre table. Vous aurez une séquence et une identité, un auto-increment au niveau de votre table. Si vous faites generated value sans spécifier la stratégie, alors par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il vous crée une table qui s'appelle Hibernate Sequence, dans laquelle il ajoute un compteur qu'il va utiliser pour déterminer à chaque fois la valeur de c'est bien ça, la valeur de ID. Donc, c'est-à-dire, en principe, dans votre cas, si vous voulez utiliser, je crois que vous m'avez déjà posé la question dans un TP de GPA, pourquoi il génère la table Hibernate Sequence? Et bien tout simplement, en tout cas, si vous ne spécifiez pas l'identité, il utilise une séquence sous forme d'une table dans le SGBD, en tout cas pour le cas de MySQL. Alors ça, c'est en quelque sorte notre entité GPA. Maintenant, une fois que vous démarrez l'application, si vous démarrez l'application, donc vous voyez donc jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé. Vous vous rendez compte? J'ai dit beaucoup de choses. Mais regardez combien de codes que j'ai écrit jusqu'à présent, pas grand-chose. C'est-à-dire pour vous, si vous avez déjà ces connaissances, c'est presque tout ça, j'aurais pu faire ça en 2 minutes et c'est terminé. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'explications à donner. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Parfait. Oui, monsieur. Oui, parfait. Ok, c'est parfait. Parfait. Alors, maintenant, nous avons créé l'entité GPA. On va d'abord démarrer l'application pour voir est-ce que la table est générée. Alors pour cela, donc j'ai l'application Spring Boot, donc je vais démarrer l'application Run as Java Application. C'est une application Java. Alors comme c'est une application Java, il va démarrer, il va lire le fichier Application Properties, il sait que vous utilisez GPA, il crée Entity Manager Factory et il se connecte à la base de données, il scanne les classes, il trouve il y a une entité GPA qui s'appelle patient et après il vous crée une base de données, une table qui s'appelle patient. Alors maintenant, mais en même temps, il sait que vous utilisez vous avez la dépendance web, donc il démarre Tomcat par défaut sur quel port? Sur le port 8080. Mais par contre, si le port 8080 est occupé dans votre application, souvent c'est le cas, parfois, ça veut dire que au démarrage de l'application, vous aurez une exception, comme quoi le adresse already in use, des trucs comme ça. C'est-à-dire que le numéro de port est déjà occupé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour changer? Vous voyez donc la version de Tomcat qui est démarrée là, c'est une version de Tomcat embarquée qui est démarrée. C'est la version qui est démarrée. Alors maintenant, si vous voulez changer le numéro de port, dans le fichier Application Properties, vous mettez tout simplement server.port. Normalement, dans le fichier Properties, vous aurez de l'intelligence. Server.port. Voilà.
et vous mettez par exemple 80, 83. Voilà, 80, 83. Alors ici, donc, ça veut dire que maintenant, si j'enregistre, vous allez remarquer qu'il va redémarrer automatiquement. Vous voyez? Le port 80, 83. Mais pourquoi il a redémarré automatiquement? C'est quoi la réponse? Alors, quelqu'un, Mohamed Haman. Alors, Mohamed Haman, c'est dans votre classe? Alors, la réponse est, vous l'avez dit, c'est DevTools. Très bien. Mohamed Haman est dans votre classe? Oui, j'accepte. C'est bon. Voilà, donc Oui, la exact. réponse. Voilà, très bien. Donc, voilà. Alors, maintenant, mais juste faites attention si vous travaillez avec IntelliJ, DevTools, notamment pour qu'il puisse fonctionner, il faudrait changer la configuration, quelques trucs dans IntelliJ. C'est-à-dire, même si vous enregistrez, il ne va pas redémarrer automatiquement. Si vous avez ce problème, c'est tout à fait normal. Vous désactivez le microphone, s'il vous plaît. Ça devrait être Haman qui vient de nous joindre, peut-être. Alors, il y a toujours 57 participants. Bien, alors, donc, comme je disais, donc, si vous, dans IntelliJ, avec Lombok, quand vous enregistrez, il ne faut pas s'attendre qu'il redémarre automatiquement, parce qu'en fait, dans Lombok, plutôt dans IntelliJ, il faut changer quelque chose dans la config pour qu'il puisse, pour l'autoriser à, en fait, à recharger automatiquement l'application. Donc, ça, c'est juste entre parenthèses. Alors, maintenant, l'application est démarrée. Vous allez remarquer également qu'au démarrage, il y a un path, il y a une application qui est consultable en utilisant /h2 console. Rappelez-vous donc DevTools également, il me démarre une petite application web qui me permet de consulter la base de données h2. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, si vous lancez maintenant votre navigateur, ici, vous tapez localhost, le port 80, 83, /h2 console. Alors, H2 console, vous voyez donc ici, vous avez une interface. Bon, qu'est-ce qui m'a donné ça? Qui m'a donné de l'interface? C'est quoi la réponse? DevTools. Exactement, c'est DevTools. Bah, c'est DevTools qui me donne là, de l'interface. Alors ici donc, il me demande de me connecter par défaut vers H2, une base de données H2. Je peux bien utiliser la même interface pour me connecter à une base de données, n'importe laquelle, MySQL, etc. C'est une interface qui permet de se connecter pour vos données. C'est à peu près l'équivalent de PHPMyAdmin. Ben, c'est pas à ce niveau-là, c'est plutôt une petite interface. Mais ça vous donne, mais ça fait partie des outils de développement. Mais juste, il faut faire attention avant de se connecter. Si votre GDBC URL, c'est bien ça. GDBC h2 2.mem, c'est une base de données mémoire, et la base de données s'appelle .testdb. Donc c'est bien celle l'URL de notre base de données, c'est-à-dire voilà, CTRL V, c'est GDBC 2.h2 mem testdb. Alors ça c'est pour h2. Il faut s'assurer que c'est ça parce que par défaut il ne vous affiche pas ça hein, parfois. Le username c'est SA par défaut. Mot de passe vide. Et vous allez voir que vous avez donc la table patient a été créée. Vous voyez donc le ID, vous voyez la date, date. Alors par défaut, vous voyez donc il utilise date time, n'est-ce pas? Date time. Mais pour une date de naissance, je n'ai pas forcément besoin d'un date time, j'ai besoin de retenir que la date. Après, je vais vous montrer comment le faire.
C'est clair? Alors, en fait, la table est générée. Alors maintenant, dans patient, si vous voulez par exemple que côté base de données, vous voulez utiliser date et non pas date time, il y a une annotation GPA qui s'appelle temporal. Et dans temporal, vous utilisez ici, vous voulez soit date, time ou timestamp. Alors ici, donc, je vais utiliser date. Alors, vous remarquez ici, donc, si vous utilisez date, en principe, côté base de données, ici, alors ici, donc, si vous actualisez, il va vous obliger à vous reconnecter, parce que là, il a redémarré l'application. Et si vous regardez ici, donc, date time, il est déclaré maintenant de type date et non pas date time. Bon, ça c'est, vous voyez, retenez bien ça. Ça, c'est du GPA. Quand vous avez des champs de type date, vous avez besoin de spécifier le format de la date. Est-ce que vous voulez date, ou bien time, ou bien timestamp? C'est-à-dire vous voulez la date et le temps. Alors maintenant, on va gérer les entités. Donc on veut gérer les entités patients. Pour cela, je vais utiliser Spring Data. Et pour utiliser Spring Data, il suffit de créer une interface qui s'appelle Patient Repository, que je vais mettre dans un autre package, par exemple org.sid. Vous remarquez bien, je garde toujours le package de base et le package, je l'appelle DAO. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir des problèmes. Alors maintenant, pour utiliser Spring Data, il suffit d'hériter d'une interface qui s'appelle... Comment il s'appelle? GPA Repository. Oui, GPA Repository. Très bien, très bien. GPA Repository, voilà. Alors donc, d'hériter d'une interface qui s'appelle GPA Repository. Alors c'est une interface générique. Donc le premier type, c'est l'entité que je veux gérer, c'est patient. Je veux gérer des patients. Donc il faut toujours les importer. Et le ID du patient, il est de quel type? De type langue. Alors ça, c'est l'interface, donc pratiquement, il me donne déjà les méthodes classiques de gestion des patients. Je vais la tester. Pour la tester, donc je reviens à l'application. Supposons que je voudrais enregistrer des données dans la base de données. Bon, le plus simple, c'est d'implémenter dans votre classe, implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner. Alors, si vous implémentez cette interface, il va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle run. Alors, en fait, maintenant, si vous démarrez votre application, qu'est-ce qui se passe? C'est que Spring va démarrer. Une fois qu'il démarre complètement, à la fin, il fait appel à la méthode run. Et ici, donc, la méthode run s'exécute au démarrage de l'application. C'est-à-dire, une fois que votre application est configurée et démarrée, ben ce code-là va s'exécuter. Donc, au lieu de chercher à exécuter le code ici, vous pouvez le faire directement ici. C'est plus simple. Alors, pour cela, j'ai besoin juste de déclarer un objet de type l'interface que j'ai créé, c'est Patient Repository. Et ne pas oublier de faire l'injection des dépendances avec AutoWired. Donc, je vous rappelle que AutoWired, ça veut dire inject. Injecte-moi une implémentation de cette interface. Si vous oubliez ça, il ne faut pas oublier que cette variable, elle va rester nulle. Et pendant l'exécution, vous aurez une exception qui s'appelle quoi? Comment il s'appelle l'exception? Null pointer exception. Voilà. Alors, pour lui demander d'affecter à cette variable un objet qui implémente cette interface, donc on le fait via AutoWired. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Alors maintenant, du moment que j'ai AutoWired, je vais insérer, je vais utiliser donc Patient Repository. .save, je vais enregistrer des patients.
Alors, new patient, je vais utiliser le constructeur avec paramètres. Alors, comme j'ai utilisé all arg constructeur, ici, ça veut dire que j'ai tous les paramètres. Donc, ici, le ID, pour moi, c'est nul, parce qu'il est auto-increment. Le nom, alors je vais utiliser vos noms. Alors, je commence par le premier, c'est Abdelilah. Abdelilah. Alors, la date de naissance de Abdelilah. Monsieur, La date de naissance. New date. c'est le 19. Alors, new date, ça veut dire quoi? New date, c'est la date système, c'est-à-dire tu viens de naître. Alors, si juste vous voulez éviter de... si vous voulez faire des dates de test, donc vous utilisez donc new date comme ça. Et l'autre paramètre, c'est quoi? Malade, on va dire false. Je suppose que tu es en bonne santé. Ou bien simple date format. Exactement. Alors maintenant, pour ne pas utiliser new date, ce qui serait ça, bah, vous aurez besoin de créer un objet date format. Date format égale new, par exemple, simple date format. Et vous utilisez le format, par exemple, jour slash day slash month slash year. Alors dans ce cas-là ici, vous utilisez ces dates format df, c'est df.parse, une chaîne de caractères. Et c'est quoi maintenant ta date de naissance? C'est Le 19. le 19. Le mois 3 mars, 03. 3 1900 1999. 99. Voilà. Alors je prends un copier-coller. Je vais ajouter des enregistrements. Alors les autres enregistrements, donc ici, allez, donc j'ai besoin juste de quelques cas. Alors Abir, c'est quoi ta date de naissance? Abir ne répond pas. Alors donc je vais mettre une date quelconque. Je crois que j'ai quelque chose. Bon, bref, c'est pas le plus important. J'ai un troisième. Alors je prends un nom quelconque. Alors ça c'est Abir. Abir. Mohamed. Par exemple, le 11 du mois 5 980 malade true, par exemple. Voilà, alors ici donc j'ai des données. Alors si vous faites, vous réexécutez, alors vous avez remarqué toujours que quand j'enregistre il redémarre, mais tout de même si vous voulez le faire vous-même, il ne faut pas oublier qu'il faut faire un restart. Restart, ça veut dire qu'il faut arrêter l'application d'abord et vous la démarrez. Pourquoi? Parce que souvent ce que vous faites, c'est que l'application elle est déjà démarrée, ça veut dire que le port 80-83 est déjà occupé. Vous démarrez une nouvelle instance de votre application et après il vous dit que le port il est déjà utilisé. Donc pour éviter de faire ça, il y a ce bouton relancer. Alors relancer, c'est-à-dire arrêter. Si l'application est déjà lancée, il va l'arrêter et après il va la relancer. Mais en tout cas, de temps en temps, on a besoin de relancer complètement l'application parce que même avec DevTools, c'est-à-dire quand il recharge, il ne va pas redémarrer l'application. Il va juste recharger quelques modifications dans l'application
Donc, ce qui fait que, comme ça, il va faire plus vite, si vous voulez. Alors maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe dans notre base de données. On va actualiser. On se connecte. On voit bien la table patient ici. Vous faites Select étoile from produit, Run. Et là, vous voyez donc les données qui sont insérées dans la base de données. Vous avez bien un auto-increment, donc vous êtes rassuré. Vous voulez afficher la liste des produits, donc vous faites patient repository.findAll. C'est une liste. Vous faites un for each. Pour chaque produit P, vous affichez les informations sur le produit. Par exemple, P.toString. Et vous regardez la liste des produits ici. À la fin, il affiche la méthode toString et sont là. Ça, c'est la méthode toString. Donc, je vois bien ici. Donc, après, vous pouvez tester les autres méthodes, find by ID, remove, la pagination. Alors, pour ne pas trop tarder dans ce test-là, alors toutes les autres opérations, je vais les tester plutôt au niveau du contrôleur de l'application. C'est-à-dire, maintenant, je vais devoir passer à la partie web qui représente voilà, c'est la partie web de notre application. Ça pratiquement, donc c'est juste, on vient de créer cette partie-là. Bien, donc on vient de faire presque 1 heure et quelques. Donc je vous rappelle qu'en fait la démo, je suis en train de l'enregistrer. C'est pratiquement 2 heures. D'habitude, on prend une pause. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on prenne pas une pause de 20 minutes, hein, c'est juste une pause de 5 minutes. À moins si vous prenez des pauses au fur et à mesure que je fais mon cours, donc vous me le dites et on passe à la suite. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pause de 15 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Pause, s'il vous plaît. 10 minutes, pause. C'est voté. Allez-y, donc c'est approuvé. Donc, on a une pause de 15, 10, 15, 15. Allez, la majorité, c'est 15 minutes. Donc, il est donc 16 heures. Donc, il est 16h08. Donc, on reprend à 16h. 16h. Allez, on va dire 22. 16h22, on reprend donc la partie. D'ailleurs, c'est la partie. La partie qui nous intéresse, c'est la partie Spring MVC. Parce que là, tout ça. Tout ce que je viens de vous faire, c'est presque des petits rappels sur la partie qu'on a déjà traitée. Mais avant de prendre la pause, est-ce qu'il y a une question juste avant la pause? 16h30? Parfait. Alors, donc on va dire 16h30. Une dernière question. Une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, monsieur, j'ai une petite question. C'est qui sur parle? mon book. C'est qui parle? Abdelrahman Arash. Arash. Alors attends, juste. Tu as une caméra? Non, j'ai pas. Voilà, parfait, allez-y. Oui, j'ai une question sur le Longbook. Est-ce que je peux redéfinir les templates de toString, par exemple? Oui, alors en fait, dans Lombok, par exemple pour toString, si vous regardez, c'est pour cela tout à l'heure je vous ai montré la doc. Vous regardez quand même la doc parce qu'il y a des choses que je. Par exemple, avec toString, vous mettez toString.exclude. Donc, dire exclude, c'est-à-dire là, vous pouvez spécifier le nom de l'attribut que vous voulez exclure de toString. N'est-ce pas? Ça, il y a des choses que vous pouvez faire, mais vous savez, la méthode toString, c'est juste une méthode qui vous permet d'afficher l'état d'un objet. D'accord? Mais après, vous pouvez juste dire est-ce que vous voulez exclure ou pas. Mais si vous voulez carrément définir une template, etc., il vaudrait mieux définir votre propre méthode toString. Est-ce que c'est clair?
Oui. Il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, de supprimer là toString et vous ajoutez ici votre méthode toString. La même chose pour les constructeurs. Donc, mais tout ça, c'est des choses pratiquement, c'est des annotations que vous allez trouver pratiquement dans toutes les applications d'une manière générale. C'est bon? On prend la pause? Allez-y. OK. Donc on prend la pause. Donc à 16h30. Donc on reprend à 16h30.